Je vais d'abord vous présenter les grandes lignes de ma problématique et de mes objectifs de recherche. Euh, Ma thèse, elle part du constat qu'en Afrique de l'Ouest, la diversité des plantes agricoles cultivées par les agriculteurs décroît, ce qui entraîne une situation d'insécurité alimentaire, voire même des problématiques de résilience des écosystèmes agricoles en Afrique de l'Ouest, puisque la diversité des espèces cultivées, donc à la fois la diversité des espèces et des variétés qui sont cultivées par les agriculteurs dans leurs champs, elle est indispensable à la sécurité alimentaire, au développement durable, au bon fonctionnement des écosystèmes agricoles et à la résilience de ces écosystèmes. Donc partant de là, ma recherche poursuit deux objectifs que j'ai formulés comme vous le voyez. Le premier, c'est de contribuer en fait à une réflexion multidisciplinaire sur les systèmes semenciers en établissant un portrait global de la diversité des acteurs, des normes et des phénomènes d'internormativité qui participent à la régulation de la sécurité semencière en Afrique de l'Ouest. Donc les systèmes semenciers en Afrique de l'Ouest, mais ailleurs aussi, ça implique évidemment les agriculteurs au premier chef, mais c'est aussi d'autres acteurs qui interviennent. Donc je pense aux producteurs de semences qui ont ce rôle de par la loi, aux vendeurs de semences, à des personnes qui font l'achat et de la vente de semences, qui sont des opérateurs semenciers, à des coopératives semencières, des fonctionnaires de l'État, des associations, des ONG, jusqu'à des communautés bioinformatiques mondiales qui échangent des données relatives aux plantes à l'échelle internationale ou bilatérale. Donc avec cet objectif, en grande ligne, il s'agit pour moi d'identifier les normes et les phénomènes d'internormativité qui régulent les pratiques de cette diversité d'acteurs. Et ensuite, mon deuxième objectif de thèse était de proposer des mécanismes juridiques qui sont susceptibles de mieux refléter la diversité des phénomènes normatifs locaux et donc de mieux répondre aussi à la diversité des besoins des agriculteurs familiaux ouest-africains en matière de sécurité semencière qui ne sont pas régulés seulement par des normes étatiques, mais qui sont enchâssés dans une série de phénomènes d'internormativité qui régulent leur sécurité semencière. Donc là, avec ce deuxième objectif, pour moi, c'était aussi d'entreprendre des analyses des cadres réglementaires en vigueur, donc les droits nationaux, les droits régionaux et internationaux, et de proposer des mécanismes innovants à insérer ou qui pourraient inspirer ces droits-là. Et donc mes recommandations s'adressent en premier lieu aux législateurs ouest-africains pour qui j'essaie de mettre en lumière les enjeux majeurs auxquels ils font face et je me positionne sur les dispositions législatives qu'il serait approprié d'adopter compte tenu de mes analyses de terrain. La définition de la sécurité semencière que j'emploie dans mon travail, c'est celle de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, pour qui donc la sécurité semencière, c'est la situation dans laquelle les hommes et les femmes au sein d'un ménage ont à tout moment, aussi bien en cas de bonne que de mauvaise saison, un accès suffisant à des quantités appropriées de semences et des matériels de plantation de qualité des cultures de variétés préférées. Donc on a une échelle quand même assez micro. Donc ma thèse, je le disais en toute introduction, elle a été élaborée et déployée dans le cadre d'un projet collaboratif et interdisciplinaire qui est intitulé Gouvernance adaptative pour une coexistence des stratégies de gestion de la diversité cultivée. C'est un projet qui a débuté fin 2016 et qui se poursuit actuellement. On est dans la phase de diffusion et d'appropriation des résultats. Le comité de pilotage de ce projet il est composé à la fois d'organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest, donc provenant du Mali, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso, donc d'une part, et d'autre part de chercheurs de différentes disciplines et de différents instituts de recherche. Ici, j'ai mis tous les logos des partenaires du projet COEX. Vous voyez qu'il y a l'Université Laval, mais à travers la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire, dont Geneviève Parent, membre de l'Institut EDS, est titulaire,
et le Centre international de recherche agronomique pour le développement, où j'ai été accueillie pendant 18 mois. Et donc, il y a des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest et de France, c'est les logos en bas à gauche, et puis des institutions de recherche et d'enseignement françaises, mais aussi ouest-africains. C'est donc avec une grande diversité d'acteurs que j'ai eu l'occasion de collaborer depuis fin 2016. Et à mon sens, les recherches collaboratives sont encore assez rares dans la discipline juridique. Et en tout cas, personnellement, quand j'ai débuté ce projet, je n'ai pas pu forcément bénéficier de l'expérience de collègues étudiants à cet égard. Donc, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui peut-être souligner les avantages et les défis de cette collaboration. Et bien sûr, je ne serai pas exhaustive. C'est très humblement que je vous propose en fait plutôt mon impression. Donc voilà, les avantages que je tire de cette collaboration personnellement, c'est d'abord que ça m'a permis de prendre acte en fait d'une plus grande littérature traitant des systèmes semenciers au-delà de ma discipline de recherche. Donc en fait, je ne me suis pas limitée à une revue de littérature en droit. J'ai des collègues qui m'ont envoyé d'autres auteurs à lire. J'ai vraiment ouvert ma revue de littérature à d'autres sciences et ça m'a permis d'avoir une vision plus large de ma problématique et de mon sujet de thèse, ce qui est très, très certainement un gros avantage qui a été un avantage pour ma recherche au début, d'autant plus. La recherche collaborative aussi m'a permis de comprendre et d'affirmer le rôle de la science juridique dans les projets de recherche collaboratifs. Parce que même si on travaille tous en commun, on a tous une singularité. Donc moi, il a fallu que je me positionne en tant que juriste et ça a été ça a été un avantage qui aujourd'hui me permet d'être plus assise en fait dans les projets. Et finalement, donc, ça m'a conduit à développer de la créativité dans la recherche, puisqu'il ne s'agit pas seulement de répondre à des exigences académiques, mais aussi de répondre à des exigences pratiques des acteurs, des organisations paysannes en mon cas. Et ça m'a conduit à acquérir de la réflexivité, parce que tout au long de cette recherche, donc, j'ai dû croiser mes résultats de recherche avec ceux qui ont été obtenus par des collègues d'autres disciplines, qui mobilisent d'autres questionnements, d'autres cadres conceptuels. Et j'ai dû croiser aussi mes résultats avec les réalités vécues des organisations paysannes telles qu'elles m'étaient témoignées par ces organisations. Et donc, j'ai été amenée à re-questionner mes apprentissages, à rediriger parfois mes orientations de recherche et à approfondir certains résultats quand je sentais que ça valait la peine de le faire. Quelques défis aussi que je vous partage. D'abord, c'était d'élaborer et de développer une thèse qui participe à l'avancement des connaissances de ma discipline, tout en générant des connaissances utiles pour les organisations paysannes. Ça, c'est un défi, ça n'a pas toujours été évident, parce que et parfois j'ai senti un décalage entre mes besoins en tant qu'étudiante et les besoins des praticiens. Et ensuite, ce fut le défi de communiquer mes résultats dans un langage clair et concis et de favoriser l'appropriation des résultats par les organisations paysannes. Ça m'a demandé une réflexion à part entière qui n'entre pas nécessairement dans les exigences traditionnelles de la thèse en droit. Donc très concrètement, pour ma recherche, j'ai utilisé une méthodologie interdisciplinaire que je qualifierais de bottom-up. C'est-à-dire que je me suis d'abord rendue dans 2 villages ouest-africains, donc l'un situé au Sénégal et l'autre au Burkina Faso. Vous voyez sur la carte de gauche, il y a une carte que j'essaye de finaliser depuis quelques mois. Il y a le triangle, il y a un petit triangle vert, peut-être que vous le voyez, où il y a écrit Niarar. Donc voilà, j'ai commencé mes enquêtes de terrain dans un village qui est non loin de Niarar. Et au Burkina Faso, c'est le rond rouge qui est près de la commune de Sapoui. Donc j'étais dans le village de Taré, qui est proche de la commune de Sapoui. Et donc, dans ces 2 pays, j'ai commencé mes recherches dans ces villages. Puis, je me rendais successivement aux chefs-lieux de province ou de département. On dit département au Sénégal, puis province au Burkina Faso.
et donc au chef-lieu de province, de région et à la capitale pour rencontrer les acteurs qui m'avaient été identifiés à la base, si je peux dire. Les 2 villages dans lesquels j'ai commencé mes recherches, je les ai identifiés avec des collègues parce qu'ils sont relativement peu touchés par des projets de développement agricole qui visent l'accessibilité à des semences certifiées. Et donc, on pouvait poser l'hypothèse qu'il y avait encore une utilisation d'une grande diversité de semences au-delà des semences certifiées. Et donc, l'hypothèse était que les agriculteurs respectent des normes liées à la circulation des semences qui ne sont pas prises en compte dans le droit étatique. Mes premiers séjours de recherche, ils ont eu lieu en 2018 pour une période totale de 5 mois. Ils m'ont permis de me familiariser avec le milieu paysan et d'identifier les phénomènes normatifs qui régulent la circulation des semences dans ces villages pour générer de nouveaux questionnements de recherche. Et je suis retournée sur le terrain en 2019 et 2020 pour une période totale de 3 mois. Les méthodes de sciences sociales que j'ai employées sont issues de l'anthropologie et de la sociologie. Il s'agit de l'observation participante, de l'entretien semi-dirigé et des groupes de discussion. Les protocoles que j'ai mobilisés pour mes recherches ont été approuvés par le comité d'éthique plurifacultaire de l'Université Laval. Pour mes premiers séjours de recherche, mes travaux étaient présentés aux participants sous le titre « Coexistence de règles juridiques formelles et informelles, le droit de circulation des semences en Afrique de l'Ouest ». Il s'agissait d'une étude exploratoire dans un premier temps, puis avec une approche aussi inductive. Et mes seconds protocoles de recherche furent présentés sous le titre « Présentation des résultats, normes et sécurité semencière en Afrique de l'Ouest ». Et donc là, à ce moment-là, je voulais vraiment valider mes premiers résultats et approfondir avec les acteurs ces résultats de mes premiers séjours de recherche. Donc c'est finalement une approche abductive, comme on dit, qui caractérise mes recherches de terrain. C'est un mélange d'induction et déduction qui m'ont permis de faire évoluer en fait mes concepts théoriques en fonction des données que je collectais. Et donc finalement, pour la diffusion de mes résultats, évidemment, j'ai fait des conférences et des présentations au cours d'ateliers nationaux. Et je réponds avec grand plaisir aux appels des organisations paysannes quand elles veulent que je fasse une présentation. Et aussi, j'ai choisi de travailler sur des planches de bande dessinée que je ne pourrais pas vous présenter finalement dans les détails aujourd'hui. Mais donc voilà, je travaillais avec un scénarisateur puis un illustrateur pour réaliser des planches de bande dessinée qui traitent de certains de mes résultats de recherche. Donc là, par exemple, sur la planche de gauche, ça traite du droit des femmes par rapport aux semences. Au milieu, c'est la distinction entre ce qu'on appelle en droit les variétés traditionnelles et les variétés améliorées. Donc voilà, re-questionner des catégories juridiques. Puis à droite, en fait, sur la planche de droite qui a beaucoup moins de texte, j'essaye de montrer qu'en fait la plante et la semence a différentes facettes qui représentent différentes facettes pour les acteurs et donc voilà, re-questionner aussi les catégorisations juridiques par rapport à ces facettes. Donc c'est des planches qui sont utilisées par les organisations paysannes. Récemment, il y a eu un atelier national au Mali dans lequel l'organisation paysanne malienne, l'AOPP, a présenté ces planches donc d'elle-même à une diversité d'acteurs maliens qui étaient réunis pour discuter d'éventuelles réformes de la politique semencière malienne. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Madame Leclerc, le deuxième présentatrice se nomme, excuse-moi, Claudia Laviolette. Excusez-moi. Elle réalise un doctorat sur les mesures en économie agroalimentaire et en sciences de la consommation. Elle s'intéresse à la transformation de la consommation alimentaire durable au quotidien, thématique qu'elle appréhende de la perspective de la théorie des pratiques. Plus spécifiquement, son doctorat porte la consommation des protéines alternatives à la viande animale.
Son terrain d'étude, qui se déroule en grande partie sur les réseaux sociaux, vise la production d'une ethnographie du monde des protéines alternatives en ligne. Alors, à vous, Madame Lavollière. Bonjour, je suis réellement heureuse d'être parmi vous ce matin. Alors, comme Grant le disait, moi, pour ma part, je suis en train de réaliser un doctorat qui porte sur la thématique de la consommation des protéines alternatives. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à approcher les représentations sociales des protéines alternatives à la viande via la sémiotique sociale visuelle. Alors, pour le plan de la présentation, là, en un premier lieu, je vais vous présenter la théorie des pratiques comme une approche théorique là, intéressante à la question de la transformation des pratiques alimentaires au quotidien. Et ensuite, je vais vous présenter la sémiotique sociale visuelle comme une approche méthodologique innovante à l'étude des pratiques et des représentations sociales. Une première chose à mentionner, c'est que la question de la transformation des modes de consommation alimentaire, c'est éminemment complexe et difficile à appréhender. Et ça, c'est peut-être parce que quiconque a déjà tenté de modifier son propre régime alimentaire là, pour quelque raison que ce soit le saura. Les habitudes alimentaires sont extrêmement résistantes au changement. Et ça, c'est peut-être dû au fait que ces habitudes-là sont médiées par une panoplie de facteurs socioculturels qui impliquent la situation familiale, l'âge, le ménage, les facteurs sociodémographiques, l'emploi, la culture. Donc, et tout ça est complexifié par les croyances et les attitudes des consommateurs. Alors, tout ça pour dire que c'est une question complexe et que la voie à suivre pour favoriser la consommation de protéines alternatives là, est loin d'être claire. Une théorie qui a gagné beaucoup en popularité là, au cours des dernières décennies pour appréhender les phénomènes sociaux complexes comme la consommation alimentaire, c'est la théorie des pratiques. Alors, une version populaire de cette approche postule que les pratiques se reposent sur trois grands piliers. Alors, on a les significations d'un côté qui incluent les conventions culturelles, les attentes, les significations qui sont socialement partagées. Il y a les matériaux aussi qu'on a besoin, donc les objets, les outils, les infrastructures et toutes les compétences, les savoir-faire qui sont nécessaires, les trucs, les astuces qui sont souvent très incarnés, en anglais embodied. Alors, la théorie des pratiques postule que, comme dirait Alan Ward, la consumption occurs within and for the sake of practice. Donc, la consommation est pour la pratique et au bénéfice de la pratique. Donc, si on veut comprendre les problèmes de consommation, finalement, il faut comprendre les pratiques. Et aussi, ce que la théorie dit, c'est que pour faire évoluer les pratiques et donc pour faire évoluer la consommation, on peut attaquer n'importe quel des trois paliers. Comme Elizabeth Shaw dirait, la transformation, le changement peut venir là, from any quarters at any time. Donc, de n'importe quelle place à n'importe quel moment. Par contre, si on veut avoir un changement là, de pratique qui se maintient dans les mœurs et les cultures d'une société, les trois aspects des pratiques vont devoir changer et évoluer. Alors, si on applique un peu ce cadre conceptuel-là à l'étude des protéines alternatives, on se rend compte que les protéines alternatives, en fait, c'est une entrée très matérielle à l'étude de la consommation alimentaire durable. Alors ici, on voit juste quelques exemples de produits qui piquent notre curiosité dans le projet de recherche, là, de ceux qu'on connaît un peu déjà, les légumineuses, le tofu, les noix, à des choses qu'on connaît, mais moins dans notre assiette ou qu'on connaît, mais moins dans le facteur de production, là en bas à droite. Mais les protéines alternatives, ce n'est pas le seul aspect matériel qui est nécessaire à la consommation de protéines alternatives. On pourrait parler à tout ce qui est distribution, les magasins pour juste avoir accès à ces produits-là, ou même une cuisine là, et des outils de cuisine pour transformer ces produits-là en un délicieux repas. Mais à ce niveau-là, force est de constater que le seul accès à un produit ne garantit pas nécessairement son utilisation. Alors ici, on voit quelqu'un qui, je pense, fait cuisine des grillons. Elle a l'air de faire bouillir ça. Moi, je vous le dis, là, je n'ai pas les compétences nécessaires pour faire cuire des insectes, des grillons. Donc, même si vous m'en apportez 1 kilo demain, il y a très peu de chances que je vous transforme ça en un excellent repas. Donc, il y a toute une série justement, de compétences, techniques, savoir-faire qui est nécessaire
nécessaires pour manger des protéines alternatives au quotidien. Et là, on ne parle pas seulement que de compétences culinaires. Il y a tout un facteur de compétences organisationnelles qui nous aident à faire tremper nos pois chiches la veille pour les faire cuire. Donc ça, pour moi, c'est un gros défi. Ce n'est pas exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je m'y intéresse dans ma thèse, donc peut-être dans un colloque futur, je pourrais venir vous parler de cet aspect des pratiques. Parce que ce sur quoi je voudrais mettre l'emphase aujourd'hui, c'est sur les représentations sociales, les significations associées aux pratiques et surtout le rôle des représentations sociales dans les significations. Alors, en fait, les représentations, c'est un volet des significations et les représentations sociales agissent un peu comme un filtre entre nous et la réalité qui nous entoure. Elle nous aide à donner un sens au monde et nous oriente nos choix quotidiens de consommation comme d'autres. Alors, la théorie des pratiques postule que le changement des représentations sociales a le potentiel de faire évoluer une pratique via son influence justement sur la signification des pratiques. Donc, dans ma thèse, on étudie la question des représentations sociales, surtout via de l'analyse visuelle. Il y a quelques raisons qui expliquent ce choix. Premièrement, on essaie d'aller un peu au-delà d'un certain biais dans les sciences sociales en faveur de l'analyse linguistique au détriment de l'analyse visuelle. Et ça, c'est un peu comme si le parler, l'écrit étaient des formes plus pures de communication ou plus complètes. Et pourtant, les aspects visuels sont si centraux au processus cognitif de formation d'une image et donc de création de représentations sociales. Donc, ça a tout à fait sa place comme analyse en sciences sociales et pour les représentations sociales. Et aussi, l'aspect visuel est très important là, au sein des réseaux sociaux et comme je vous disais, comme on vous disait, c'est là que beaucoup le terrain se déroule pour cette recherche. Alors, en ce qui a trait à la méthodologie du projet, pour la population recherchée pour cette phase-ci du projet, c'était des acteurs ayant un intérêt à faire la promotion de protéines alternatives à la viande animale et ayant acquis une certaine influence dans le contexte canadien. Donc, on a identifié une quarantaine d'acteurs, des producteurs, des regroupements idéologiques, on a des groupes de véganes, de végétariens, il y a des influenceurs, des blogueurs, des blogs de cuisine, des boutiques, des points de vente et aussi des restaurateurs. Et on procède ensuite à l'étude de leur présence virtuelle, donc leur site Internet ou leur compte Instagram, Facebook ou Twitter. En ce qui a trait à la méthodologie pour l'étude des images en tant que telle, c'est la sémiotique sociale visuelle, c'est l'application de la grammaire fonctionnelle et systémique de Michael Halliday à l'étude des images. Alors, c'est Craig Sevenneven et Jewett Aoyama qui ont été les pionniers de l'application de la grammaire d'Hallyday au domaine visuel. Et c'est bon de mentionner d'emblée que l'analyse sémiotique sociale visuelle, ce n'est pas une fin en soi, mais que ça devient vraiment là, aidant comme méthode quand vient le temps de répondre à des questions précises. Donc, dans le cas qui nous intéresse, des questions, ça peut être comme pourquoi consommer des protéines alternatives, quels sont les avantages, quels sont les défis, dans quel contexte on les consomme, est-ce que c'est le matin, le soir, avec qui, et puis aussi qui est responsable là, de l'application de ce régime-là, peut-être dans un ménage, donc qui cuisine, qui fait des courses, ce genre de questions-là sont intéressantes là, dans le cadre de notre projet et on peut utiliser la sémiotique sociale visuelle pour tenter d'apporter des réponses. Alors, le modèle de Halliday, il diffère beaucoup de la grammaire dite plus traditionnelle qui fait surtout une classification des mots en verbes, pronoms, adjectifs, etc. Le modèle d'Hallyday, en fait, lui, il conçoit la grammaire plutôt comme la manière dont les significations sont codées en mots. Alors, pour Halliday, il y a 3 volets de grammaire ou 3 métafonctions qui fonctionnent simultanément au sein du langage, donc tout le temps. Il y a la fonction idéationnelle qui sert à représenter nos mondes intérieurs et extérieurs, donc donner du sens au monde. La fonction interpersonnelle qui nous aide à interagir les uns avec les autres. Et la fonction textuelle, c'est comment comment ça prend une forme cohérente dans un texte. Donc, si on applique ces 3 fonctions-là à l'image, on parle donc de fonctions représentatives, fonctions interactives et fonctions compositionnelles.
Je vais commencer par parler de la fonction compositionnelle d'une image parce que la compréhension de ces éléments-là aide beaucoup à la compréhension des deux autres fonctions. Alors ici, à l'idée, il parlerait de la syntaxe d'une image, ou en fait, c'est Kress et Van Leeuwen qui parlent de la syntaxe d'une image. Alors, ces auteurs-là disent que dans les sociétés où on utilise le langage romain, l'écriture romaine, et que la lecture se fait par rapport, là, je parle de la valeur de l'information, la lecture se fait de gauche à droite, de haut en bas. Ça menait à attendez un instant. Oui, c'est beau. Ça a mené à l'attribution de valeurs différentes pour le haut et le bas. Donc, le haut a préséance sur le bas, l'espace de gauche est donné, prévalent, l'espace de droite est dédié à la nouveauté. Et ce qui est central, là, c'est justement ce qui est central, ça unit les éléments marginaux de l'image. En ce qui a trait à l'encadrement, on peut voir qu'il y a des éléments qui vont être proches les uns des autres, qui vont être unis les uns des autres par des vecteurs, des couleurs, des textures similaires, ou qui vont être séparés les uns des autres. Et finalement, il va y avoir des éléments qui vont peut-être être plus saillants dans l'image, qui vont être plus mis en évidence via la taille, la couleur et la police. Alors, par exemple, si on regarde ces deux images-là, regardons celle de gauche en premier, on voit que les œufs, les faux œufs, en fait, c'est des œufs à base de plantes, sont situés vraiment justement au bas à droite de l'image, tandis que ce qui est central ici, c'est l'omelette qu'on connaît bien et qui regroupe toutes les couleurs qu'on voit ici, le jaune, les épinards et tout ça qui sont plus à droite, on les connaît, ces données. Ce qui est nouveau, c'est les faux œufs et c'est uni dans l'omelette. Tandis que si on regarde l'image de droite, je ne sais pas si ça vous choque autant que ça me choque, moi, le bleu, on ne voit pas ça souvent en alimentation, mais en fait, ce produit-là, Vive Nutrition, ça vient comme ça, les petites pastilles, et ça a commencé avec des smoothies, donc ça, c'est un smoothie, mais je pense maintenant qu'il y a une nouvelle gamme là, pour faire des chilis ou des soupes. Alors ici, vraiment, ce qui est saillant, c'est le bleu et ça détonne du reste de l'image. On voit ici un petit chou-fleur, un citron, une espèce de quesadillas. Donc, quelque part, on dirait que cette image-là cherche à nous faire revoir c'est quoi notre conception d'une alimentation, de l'alimentation, en séparant via les couleurs les produits alimentaires, mais en même temps en les mettant superposés l'un sur l'autre. Donc, on les réunifie. Donc, je trouve ça super intéressant à ce niveau-là. Après, on peut parler de la fonction représentative d'une image. Alors ici, il y a deux comme grandes questions qu'on peut se poser. Premièrement, quelle est la structure narrative de l'image? Quelle est l'histoire de l'image? Et là, on peut regarder justement les vecteurs. Ici, la petite pomme qui regarde, même si les yeux sont un peu croches, la petite pomme regarde la baie qui a l'air de lui dire « Chérie, honey en anglais, c'est comme chérie, honey alternative, assis-toi, je vais m'occuper de toi. » Donc, la structure narrative des images, c'est que être dans ce domaine-là, on peut prendre soin des autres. Tandis que si on parle de la structure conceptuelle de l'image, on veut savoir comment les éléments sont reliés entre eux afin de former l'image d'un concept, la représentation d'un concept. Donc, si on voit justement en dessous de Honey Alternative, les alternatives au miel, sous un plateau, tous ensemble, ce sont les alternatives. Donc là, on voit ici qu'il y a une image d'un concept qui est très visuel. Alors là, on a le sirop d'érable, la mélasse, etc., etc. Donc, dans cette image-là, il y a vraiment les deux. Si on regarde cette image-là qui est pour NAC bar, alors ça, c'est des barres de protéines faits à base de grillons. On voit que ce qui est saillant, ce qui est central et ce qui est saillant de l'image ici, c'est vraiment nos deux protagonistes. Il y en a trois, en fait. Je pense qu'il y en a un avec un manteau jaune, qui font du sport, qui sont en train de se donner. Ça ressort beaucoup du background qui est très blanc. Les couleurs des manteaux, c'est ça qui est vraiment central. C'est l'action, c'est si on se demande pourquoi on prend ces barres-là, c'est justement pour se ravigorer après un grand exercice. Et on voit que l'exercice est lié à la barre à cause des couleurs. La barre ici que vous voyez dans la main, elle est orange comme les manteaux et jaune comme le manteau de l'autre. Donc, on voit qu'il y a une union des concepts, mais ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est de la centrale saillant dans cette image, c'est moins la barre, mais plus l'activité. Cette image-là, je la trouve super intéressante. Si, en la regardant, vous pensez à
Pâques qui s'en vient aussi, ben, c'est la bonne réponse. Et puis, regardez juste ici le rôle des rubans dans cette photo-là. Je la trouve quand même assez exceptionnelle. Et c'est juste pour dire ici que, la structure n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir des participants humains. Je trouve que les rubans ici sont très festifs, les couleurs sur les œufs. Donc, les protagonistes peuvent être autres que humains pour attirer l'attention et nous demander là. Finalement, la dernière composante d'une image, on parle de la composante interactive. Et là, ça, c'est la création de la relation entre les spectateurs et le monde à l'intérieur du cadre de l'image. Alors, cela se fait de 3 façons. Le contact. Donc là, ici, on voit ici qu'il y a un contact là, très direct entre nous et la petite pieuvre. Et après, l'expression va venir préciser c'est quoi qui est demandé du contact. Donc là, la petite larme ici nous fait dire que la petite pieuvre, elle est triste. La distance, elle peut être très proche, moyenne, longue. On peut utiliser les termes de cinéma pour décrire la distance. Comme cette distance-là, avec les baguettes, comme ça, on voit qu'on serait presque en train de la manger, là, la petite pieuvre. Donc, on a une relation très proche avec la pieuvre, tandis que si elle était très loin, ça créerait une distance entre nous et les participants d'image. Et finalement, le point de vue, comme ça, avec la pieuvre ici, c'est en plongée. Ça nous donne une relation de pouvoir hein, quand on regarde des choses en plongée, tandis que si le point de vue était plus égal, ça serait justement plus d'égal à égal. Alors, cette image-là, pour terminer, je la trouve vraiment fascinante parce que je trouve qu'il y a un peu de tout dans cette image-là. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Parce que celle-là, déjà, si on regarde la structure narrative de l'image, là, on voit que c'est pas si différent de notre petite pomme et notre petite bête plus tard. Alors, on voit ici le partenaire là, qui regarde, justement, on voit le vecteur. Hein, elle est assise. Lui aussi a l'air de dire, chérie, assis-toi, regarde ce que je peux te faire. Je peux prendre soin de toi avec ces petits cubes-là. C'est le même produit que tantôt le cube bleu. Et puis, lui, il a l'air de dire qu'il est capable de faire un lunch là, dans une cuisine immaculée. Il y a juste un petit chaudron qu'il a besoin pour faire ça. Mais ce qui est central, par contre, c'est pas tant les cubes que la bouffe, c'est vraiment les nouveaux produits. Hein. Je vous parlais le chili, les soupes. Donc ça, c'est ça l'élément central. Et puis, toutes les couleurs, tout ça rentre dans la structure de l'image. Là, on voit les couleurs. Ici, en bas à droite, c'est le nouveau produit. Les choses ici sont plus données. Alors, c'est comme ça un peu qu'on fait la lecture d'une image et qu'on en déduit là, des réponses à nos questions. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bon, ben, merci beaucoup, Madame la Violette. On comprend toujours comment les images sont importantes dans les pubs. Et d'ailleurs, avec nos travaux sur les insectes, vous risquez de voir une invitation de venir nous parler. Certainement. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, on va garder les questions pour le période de questions à la fin de la prochaine conférencière qui s'agit de Laurence Yomi, qui est professeur à la faculté de sciences infirmières au programme des santé publique communautaire de l'Université Laval. Elle est chercheur régulière au Centre de recherche aux Chutes de Québec. Depuis 2019, elle a réorienté sa programmation de recherche et s'intéresse particulièrement à la promotion de l'éco-citoyenneté, aux pratiques pro-environnementales et aux environnements favorisant l'accès pour tous à une alimentation durable, comme bien du monde. Alors, bravo. Dans ses travaux, elle mobilise des théories et concepts issus de la recherche partenariale et territoriale. Ces travaux actuels s'inscrivent dans la région de la Mauricie en portant, entre autres, sur les contributions des médias sociaux à l'éco-citoyenneté, les jardins communautaires et collectifs et les initiatives marchandes et non marchandes favorisant l'accès à une alimentation locale. Alors, Madame Yomi, à vous la parole. Je vous remercie beaucoup. Puis ma petite bio était peut-être un petit peu trop longue, excusez-moi. Je suis ravie d'être là également aujourd'hui. Je vous présente les premiers résultats d'une étude qui a été financée par l'Institut EDS et qui portait sur la promotion de la consommation de protéines végétales. Et ce projet, il a été réalisé avec Emmanuel Simon, qui était à la maîtrise à la faculté des sciences de l'administration,
avec Lydiane Vézina qui est postdoc, avec Olivier Boiral qui est chercheur également à la FSA, et puis avec Coralie Gaudreau qui est professionnelle de recherche. Puis, c'est ça, peut-être pour une mise en contexte, nous, notre équipe, on s'est donné comme objectif ou comme vision, en tout cas, je ne sais pas comment le nommer, de travailler vraiment sur un territoire spécifique et en travaillant sur les thématiques de l'alimentation durable, les différentes dimensions de l'alimentation durable que je vais présenter dans un instant, la promotion de l'éco-citoyenneté et puis, dans quelques cas, sur la promotion d'autres pratiques pro-environnementales. Mais notre idée, c'est vraiment de travailler sur un territoire et de façon itérative, projet après projet, développer des relations étroites, des partenariats privilégiés finalement avec les acteurs du milieu pour influencer, puis dans les deux sens finalement, parce qu'eux, ils nous influencent et puis nous également, et puis dans la perspective de mettre en place des changements concrets dans les environnements et sur le terrain. Donc là, je vous avais mis quelques exemples de recherche en Mauricie, puis on en a quelques-unes d'autres. Donc, juste pour vous mettre en contexte, cette recherche-là, c'était une revue de la littérature de presse écrite sur les pratiques, sur les interventions de promotion de l'alimentation végétale. Et puis, là, c'est juste pour vous mettre en contexte, du point de vue méthodologique, c'est pas si souvent qu'on a des revues systématiques de la littérature de presse écrite. Donc, c'est du point de vue méthodologique, ça peut être intéressant. Alors, tout de suite, je vais vous présenter un petit peu le contexte du projet. Donc, l'alimentation durable, comme vous pouvez le voir à gauche, c'est un ensemble de pratiques alimentaires fondées sur sur différents principes. C'est une définition résumée, mais qui vise à respecter la biodiversité des écosystèmes, la sécurité alimentaire, la qualité nutritionnelle, la rémunération adéquate des travailleurs et le respect de la diversité culturelle. Et puis, il y a des auteurs, plusieurs auteurs qui ont fait des synthèses finalement, qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça inclut d'adopter une alimentation durable. Donc, en tendance, c'est ça, les principales, on a 8 pratiques principales qui sont concernées par l'adoption d'une alimentation durable. Donc, c'est privilégier des protéines végétales, des fruits et légumes, les aliments moins transformés, les aliments locaux et de saison, sans emballage ou avec des emballages recyclables ou compostables, réduire la consommation de protéines animales, privilégier le poisson issu de la pêche durable, éviter le gaspillage, composter, et puis privilégier les aliments sans pesticides, biologiques et équitables. Puis pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé plus spécifiquement? On a des projets qui travaillent sur ces différentes dimensions de l'alimentation durable, mais celui que je vous présente aujourd'hui, c'est sur la consommation de protéines végétales. Si vous regardez dans le carré de gauche, actuellement, on a à peu près 2/3 des Canadiens qui consomment de la viande tous les jours, contre 14% pour les légumineuses. Et puis, si vous faites une recherche rapide sur Internet, vous verrez tous les enjeux autour de la consommation des protéines animales. Mais en résumé, la production de 1 kg de protéines de haricots rouges nécessite 18 fois moins de terres cultivables, 10 fois moins d'eau, 9 fois moins de carburant pour la même quantité de protéines de bœuf. Donc, actuellement, il y a de nombreux travaux, même s'il y a beaucoup de discussions sur les chiffres et puis sur comment est-ce que se fait cette comptabilité-là. Mais en tendance, il y a de la place pour largement augmenter la consommation de protéines végétales. Et puis, c'est largement recommandé à la fois pour la sécurité alimentaire parce que c'est beaucoup moins dispendieux que les protéines animales, qu'il y a des données sur des effets positifs pour la santé. Évidemment, il y a des données pour les bénéfices environnementaux, pour le bien-être animal. Et puis, le Canada est un leader mondial dans la production de légumineuses et tout le monde n'en est pas nécessairement informé. Alors, on s'est intéressé sur le territoire de la Mauricie, si on veut essayer de promouvoir ou de parler un petit peu plus des protéines végétales, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Alors, on a commencé par regarder qu'est-ce qui influence la consommation de viande et puis qu'est-ce qui influence la consommation de protéines végétales. Il y a une littérature sur le sujet et qui nous permet de faire un bon portrait. Sur la gauche, les facteurs qui influencent la consommation de viande, c'est des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Les personnes aiment le goût de la viande, ne savent pas comment préparer des repas sans viande, la norme sociale, le manque de volonté de changer cette habitude.
ne pas en percevoir aussi les bénéfices, notamment du point de vue environnemental. Et puis les facteurs qui influencent la consommation de protéines végétales, c'est souvent la santé, la sensibilité ou la préoccupation pour les enjeux environnementaux et pour le bien-être animal. Donc après, on a regardé aussi les interventions qui existent pour favoriser la consommation de protéines végétales. Donc là encore, on a de la littérature moins que sur les facteurs qui influencent la consommation de protéines animales ou végétales, mais on a quand même des interventions qui ont été documentées. Ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y a des interventions qui visent l'environnement alimentaire, donc l'accessibilité physique, la disponibilité physique principalement. Après, on a identifié des interventions d'ordre législatif et politique, donc tout ce qui est des taxations, des normes pour l'étiquetage ou certaines recommandations nutritionnelles. Ensuite, il y a évidemment toutes les interventions de type éducatif sur les bénéfices de la consommation de protéines végétales, des interventions qui visent le développement de compétences. Et puis, la plupart du temps, on sait que ces données influencent la motivation, que ces interventions influencent la motivation de consommer des protéines végétales, mais on a moins de données sur dans quelle mesure ça influence effectivement les pratiques de consommation. Donc, nous, comme on travaillait avec les acteurs de la Mauricie, on avait ces données-là, mais on se demandait, dans d'autres milieux ou territoires similaires à la Mauricie, c'est quoi qui a été fait avant? Donc finalement, on faisait du benchmarking, on se demandait, c'est quoi les interventions qui ont été faites dans d'autres territoires similaires à la Mauricie? Et puis les données académiques ne nous présentaient pas vraiment cet éventail, ce portrait de type d'action qui pouvait être faite concrètement sur le terrain. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'on allait répertorier les interventions et les politiques de promotion de la consommation de protéines végétales ou de réduction de la consommation de viande qui ont été mises en œuvre dans des organisations publiques ou privées au Canada ou dans des pays au Canada francophone ou dans les pays européens francophones, donc on regardait que la littérature francophone, et que ces interventions devaient être présentées dans la littérature de presse écrite. Donc on a fait une revue systématique de la littérature de presse écrite portant sur les interventions politiques qui visaient à promouvoir la consommation de protéines végétales ou la réduction de la consommation de viande. Donc là, on a collecté tous les articles publiés entre 2015 et 2020. On a utilisé la base de données Eureka, qui est une base de données exactement comme les bases de données d'articles académiques, sauf que là, c'est exclusivement pour la littérature de presse. Quoique ils ont des volets aussi pour les médias sociaux et d'autres volets de ce type-là. Et puis, on a extrait pour chacun des articles, on a regardé s'il était pertinent de l'inclure, puis on a extrait les caractéristiques du document, les caractéristiques de l'intervention de la politique qui était décrite, et puis on documentait les forces et limites de l'intervention de la politique qui était décrite dans l'article. Donc, au final, au départ, on a identifié à peu près un peu plus de 2000 articles, puis on en a gardé 49 dans notre revue systématique. Donc, je vais passer rapidement sur le sujet. Il y avait la plupart des articles sur les caractéristiques descriptives des articles, mais la chose à retenir, c'est qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient issus de France, mais assez proportionnel avec la proportion de la population. Ce que vous pouvez aussi regarder en bas, c'est les types d'interventions. On a pu dégager 6 types d'interventions. Et notamment que le fait d'offrir des repas végétariens en restauration collective, c'était le type d'intervention le plus fréquemment identifié dans les articles que l'on a pu documenter. Alors maintenant, si on regarde plus en détail, les 6 types d'interventions que l'on a recensés. On a les actions de sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment des projets qui n'étaient pas des conférences et des rencontres. Donc c'est plutôt des activités qui étaient organisées. Donc par exemple, je vous ai mis un exemple, des concours de recettes végétariennes. C'était dans des établissements. On demandait aux personnes de proposer leurs meilleures recettes végétariennes qui allaient être servies dans leur cafétéria. Donc ça, c'est vraiment des actions de sensibilisation. Après, on avait la catégorie des conférences et rencontres. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui était autour d'avoir un conférencier qui animait des ateliers avec dégustation ou préparation de repas ou seulement théorique. Donc là, c'était bien souvent des conférences qui étaient données par des associations concernées par l'alimentation végétarienne ou végane.
Ensuite, il y a les actions législatives. Donc ça, c'est lorsqu'il y a des lois qui sont mises en place pour imposer des repas végétariens. Donc ça a été le cas notamment avec une loi en France qui impose un repas au moins une fois par semaine aux élèves, un repas végétarien au moins une fois par semaine aux élèves. Les stages et formations, donc ça c'était tout ce qui était, le plus souvent c'était des formations qui étaient dédiées aux cuisiniers. Les partenariats et programmes de reconnaissance, ça c'était quand des villes, par exemple la ville de Bordeaux, qui s'allient avec des producteurs et des restaurateurs pour faire comme un logo ou un programme de reconnaissance pour promouvoir l'alimentation locale, végétale et éco-responsable. Et puis ensuite, on avait l'offre de repas végétariens en restauration collective. Donc, ça pouvait être aussi dans les restaurants d'entreprise, en restauration scolaire, universitaire, dans des centres spécialisés. Mais c'était le 6e type d'intervention. Chacune de ces interventions avait des forces et des limites. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas suivi le temps. Donc, puis là, je ne le vois pas qui s'affiche. Donc, si je dépasse, n'hésitez pas à me le signaler oralement. Donc, les principales forces et limites, la principale limite des interventions qu'on a vues, c'est qu'elles requéraient, c'était vraiment du cas par cas, donc ça requérait beaucoup de temps d'organisation. Si une municipalité décidait de faire des actions de sensibilisation ou des conférences, mais ça demandait toujours un certain temps d'organisation, et ça c'était, je vous dirais, ce qu'on a pu identifier comme en tendance une difficulté. Et puis les forces, c'était dès que les interventions pouvaient être mises en place de façon systémique, mais là, il y avait un certain temps d'adaptation, mais ça permettait d'avoir une influence à plus grande échelle. En résumé, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a identifié 49 articles dans cette revue de la littérature de presse. Puis si vous avez des questions, je pourrais vous présenter un petit peu plus comment méthodologiquement on fait cette démarche de revue de la littérature de presse écrite. On a dégagé 6 types d'interventions. L'intervention la plus populaire, c'était la mise en place d'un repas végétarien en restauration collective, que chaque type d'intervention avait des forces et des limites, que les principales barrières à l'implantation de ces interventions-là, c'était d'ordre organisationnel, financier, matériel et culturel. Culturel dans le sens d'une certaine résistance sociale face au changement des habitudes alimentaires, si on peut dire les choses ainsi. Puis les principales forces des interventions, c'était le caractère participatif et volontaire du public, des participants, et l'inclusion de différentes parties prenantes, que ça favorisait la mise en relation et les approches partenariales ou collaboratives sur un territoire. Les leçons à tirer, c'est que les interventions souvent de petites envergures et locales, donc ça requiert un gros effort organisationnel, qu'il n'y a pas d'approche systémique, sauf en milieu scolaire. Les milieux scolaires sont apparus comme le moyen le plus efficace dans les articles qu'on a identifiés pour atteindre de larges segments de population, donc les écoles, le personnel scolaire, les familles, les membres de la communauté. Et puis, les résultats qu'on a pu identifier peuvent orienter les acteurs du domaine de la nutrition ou du développement durable pour la mise en place d'actions de promotion de la consommation de protéines végétales. On a pu dégager 3 pistes de recherche. La première, c'est d'encourager, de mieux soutenir les programmes de reconnaissance, parce que les programmes de reconnaissance, à la différence des programmes qui sont mis en place en milieu scolaire, ça permet d'aller chercher un public plus large et un public différent. Donc, autant les villes, les entreprises, les restaurants. Donc là, actuellement, c'est la piste qui a été privilégiée pour mettre en place pour la suite du projet finalement en Mauricie. Donc on fait un scan environnemental des programmes de reconnaissance qui existent déjà, soit visant la consommation de protéines végétales, comme les lundis sans viande par exemple, qui est le programme de reconnaissance le plus connu. Il y a aussi Amis des véganes ou Amis des végétaux, ou en tout cas je ne sais plus le nom, c'est un programme de reconnaissance qui est porté par l'Association végétarienne de Montréal. Donc là, on est en train de faire ce scan environnemental-là. On est en train aussi de regarder, voir s'il y a des programmes de reconnaissance qui existent aussi pour l'alimentation locale, végétale et éco-responsable. Donc là, on élargirait à pas seulement des programmes de reconnaissance sur l'alimentation végétale, mais qui seraient plus largement alimentation locale,
végétale et éco-responsable. Après, il y a aussi la pertinence et la faisabilité d'une législation. Nous, dans le cadre de notre projet puis de nos expertises, on n'a pas décidé de s'en aller dans cette direction-là, mais c'est une piste de recherche qui serait très intéressante parce qu'elle a largement démontré son efficacité dans d'autres milieux. Et en fait, une législation qui impose l'offre d'alternatives végétales dans les menus des organisations publiques. Et enfin, la troisième option, puis ça, je sais qu'il y a déjà des projets qui sont en cours, c'est renforcer l'offre de formation des cuisiniers et des responsables des services alimentaires. Alors, globalement, c'était ça notre projet et nos résultats. Merci.